pour expliquer le devenir de ces dérivés, je vais figurer une première coupe verticale, coupe frontale, passant par le pharynx branchial, qui va nous permettre de montrer vers l'extérieur les replis épiblastiques le dehors est dans ce plan. Voilà l'extrémité crâniale vers le haut. Je ne représenterai que la moitié gauche de ce dessin. Et dans l'ordre, donc, le premier arc branchial, avec vers le dedans, en jaune, respectant les couleurs qu'on avait admises, l'entoblaste, le revêtement entoblastique, comme suit. Je rappelle, mais simplement pour faire la liaison avec les chapitres précédents, que dans chaque arc branchial, il y a un dérivé osseux, que dans chaque arc branchial, il y a des dérivés musculaires, dans chaque arc branchial, des dérivés vasculaires que nous venons d'étudier. Je ne voudrais pas compliquer le dessin, mais par transparence, il faudrait y montrer, comme suit, dans chaque arc et dans son épaisseur, une artère branchiale. N'insistons pas, et dans chaque arc branchial, il y a un nerf. Mais tout ceci, on l'a étudié. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est donc ces fentes. Première notion, au milieu, ici, se dispose une masse qui va constituer le tuberculum impar, qui est la partie antérieure, la partie buccale de la langue, et qui va correspondre, du point de vue projection, au premier arc branchial. Du point de vue situation, au contraire, ici vers l'arrière, la langue va présenter deux ébauches latérales qui portent le nom de pars copularis. Et ces deux portions, du point de vue projection, viennent en regard des deuxième et troisième arcs branchiaux. À l'union entre la pars copularis et le tuberculum impar va se trouver un orifice qui va nous intéresser, bien sûr, dans les dérivés glandulaires, puisque c'est ce canal, appelé canal thyréoglosse, décrit par Bojďálek, canal thyréoglosse de His, encore appelé comme tel, encore appelé foramen secum, puisque c'est de ce sommet des papilles linguales, quand on regardera la langue adulte définitive, il y a le foramen secum et de chaque côté, comme la lettre V ouverte vers l'avant, les papilles gustatives. C'est de ce foramen que va s'enfoncer tout à l'heure l'ébauche glandulaire qui va donner naissance à une partie de la glande thyroïde. Les arcs branchiaux sont donc, comme suit, esquissés vers le bas, et ces arcs, en regard des fentes entobranchiales, vont migrer. La première poche entobranchiale va donner naissance à la trompe d'Eustache et à la caisse tympanique. C'est-à-dire
à la poche dans laquelle viennent se loger les dérivés osseux du pré-premier arc, du premier arc et du deuxième arc qui constituent la chaîne ossiculaire qui viennent dans le tympanum. Sur un schéma en annexe, ici, voilà l'extrémité crâniale, voici la cavité buccale, primitive, peu importe, et voilà donc cette poche qui va venir vers l'arrière, constituer la caisse tympanique, avec le canal tubaire, la trompe d'Eustache, mais nous sommes ici au voisinage de la membrane stobodéale. Je vous rappelle que l'épiblaste, qui forme le fond de la membrane pharyngienne, de la membrane stobodéale, cette membrane est très antérieure dans beaucoup d'espèces, mais dès l'instant où le palais va apparaître, avec séparation des fosses nasales et de la cavité buccale, cette membrane va reculer beaucoup plus en arrière. Et c'est de là que vont se détacher deux ébauches qui vont monter à la rencontre de l'ébauche neuroblastique, qui, elle, est partie du plancher diencéphalique, du prosencéphale, qu'est la posthypophyse. Nous avons d'origine épiblastique le diverticule de Rathke, le canal donc, qui va traverser le sinus phénoïdal et qui va venir constituer l'antéhypophyse, comme suit. Le tractus, le canal de Rathke. Nous avons vers l'arrière la posthypophyse neuroblastique, et nous avons d'origine antoblastique la poche décrite par Sessel. Cette poche vient se glisser entre les deux. Chez l'homme, elle est réduite à une fissure qu'on décrit entre l'antéhypophyse et la posthypophyse. Dans bon nombre d'espèces, elle constitue, comme par exemple chez le chat, un troisième lobe hypophysaire. Et elle est partie, antoblastique, du plafond de ce qui va être le pharynx, où se trouve histologiquement un petit îlot cellulaire qui constitue une hypophyse pharyngée de quelques millimètres, mais qui est la même structure. Alors, fermons cette parenthèse à destinée crânienne. La première poche antoblastique va ainsi donner la caisse du tympan rattachée à la cavité bucco-pharyngée par la trompe d'Eustache. La deuxième poche antoblastique va voir le fond de la poche s'épaissir et donner naissance à l'amygdale tonsillaire, au tonsil. Alors, ici, si sur un petit schéma en encart, j'explique la constitution du tonsil, il y a, par rapport à la lumière, un bourgeonnement de deux grappes de tissu lymphoïde, une grappe du côté crânial, une grappe du côté caudal, et on assiste ainsi à l'hypertrophie des rebords qui vont, chez l'adulte, donner la fossette tonsillaire. Voilà l'avant et voilà le haut, avec un pilier antérieur de l'amygdale, d'où se détache ici un pli qu'on appelle encore la plica triangularis. La masse lymphoïde est contenue dans la fossette amygdalienne. Ici, vers le haut, se trouve un repli musculaire qu'on appelle le repli semi-lunaire, semi-circulaire, et voici vers l'arrière le pilier postérieur de la loge amygdalienne. Et vous voyez que ces piliers correspondent à des morceaux d'arcs branchiaux qui ne sont pas les mêmes et n'auront donc pas la même innervation. Le deuxième recevra un rameau du nervus facialis, le troisième recevra un rameau du nervus glossopharyngeus, le nerf
du troisième arc branchial. Dans cette région, donc, l'amygdale tubaire va prendre naissance ici, en regard de la deuxième fente ectoblastique, puisque chez les animaux à respiration branchiale, ces membranes branchiales s'ouvrent et permettent le passage du courant liquidien pour la respiration. Chez l'homme, nous allons assister à une hypertrophie très importante Le schéma est représenté avec les mêmes repères du premier, du deuxième arc branchiaux, dont voici simulé le contingent endodermique. Cette hypertrophie des deux premiers arcs va les amener à recouvrir progressivement le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième arc. Et ceci va isoler latéralement ce qu'on appellera le sinus cervical. Cette poche, qui est due au débord hypertrophique des deux premiers arcs, est importante parce que, à partir du revêtement épiblastique du sinus cervical, qui va s'épaissir vers le haut, qui va s'épaissir vers le bas, s'explique d'une part vers le haut l'origine du glomus carotidien, tout au moins le fait que dans le globus carotidien, qui est une condensation de cellules phéochromes, de cellules nerveuses à visée végétative qui ont quitté la chaîne latérovertébrale, la même signification que la médullose surrénale, qui vient se mettre derrière la bifurcation carotidienne, qui vient se mettre donc en regard du troisième arc, c'est-à-dire en regard de la grande corne de l'ossioïde. Le glomus carotidien en arrière comporte du tissu épithélial, du tissu conjonctif. Certaines tumeurs du glomus carotidien, histologiquement, sont des tumeurs épiblastiques. Et deuxièmement, vers le bas, la paroi épiblastique du sinus cervical prend part à la constitution du thymus, dans lequel on décrit les corpuscules de Hassall et certains thymomes, certaines tumeurs thymiques, qui sont des tumeurs ectoblastiques, épidermiques. Alors, cette hypertrophie externe étant faite, va normalement se souder, mais il existe ici des fistules congénitales du cou. Et ces fistules se trouvent alors sur le trajet du sternocléido-mastoïdeus. Avec Jean-Pierre Bailleul et mon maître Libersa, nous en avions décrit malades qui avaient des tout petits trous juste en avant du sterno, qui correspondent à la persistance de certains kystes aussi cervicaux, c'est le sinus cervical non fermé. Attention, ça n'a rien à voir avec le sac laryngé, le ventricule laryngé de Morgani, dont on va parler cet après-midi, qui lui est une poche de l'intérieur du larynx, qui peut aussi donner des kystes latérocervicaux et qui est normal dans certaines espèces d'anthropoïdes. Alors, le dérivé glandulaire du troisième arc branchial, on va le représenter en violet. Ce dérivé glandulaire va donner naissance à l'ébauche principale du thymus. Et comme je vais le reprendre après, cette ébauche va migrer, bien sûr, en suivant ce phénomène de migration thoracique dû à la descente cardiaque, dû à l'hypertrophie pulmonaire, à la déflexion de la tête, à l'allongement du cou. Le thymus qui prend naissance très haut va
bien sûr se retrouver au niveau du médiastin antérieur et supérieur. Et le thymus va être accompagné dans cette migration par un autre dérivé glandulaire que je vais marquer en vert clair, qui est l'ébauche de la glande parathyroïde inférieure. Attention, c'est celle qui va migrer le plus bas. Le thymus étant en plus complété, nous pourrions, sur ce schéma synthétique, l'exposer par cette flèche en bleu, par ces dérivés issus de l'épiblaste du sinus cervical. La quatrième poche entoblastique, va maintenant donner naissance à une deuxième ébauche thymique, qui est le thymus secondaire, le thymus accessoire, qui va aussi migrer, accompagné par l'ébauche de la parathyroïde supérieure. Mais dans ce phénomène de recouvrement, les ébauches glandulaires venues du plus haut vont passer au-dessus des ébauches inférieures, et ceci peut expliquer, bien sûr, au cours de ces migrations, les lobes thymiques aberrants, les kystes, les morceaux de parenchyme qui restent en route et qui donnent certaines tumeurs cervicales. Ici, la quatrième poche entobranchiale va maintenant dans le fond du revêtement entoblastique donner naissance aux lobes latéraux de la glande thyroïde. Et ces lobes latéraux vont rejoindre l'ébauche médiane qui est partie, elle, du foramen cecum, du canal thyréoglosse de Bochdalek, et qui s'est aussi enfoncé dans le cou. Nous allons revenir là-dessus dans un instant. Je voudrais, préalable, terminer les dérivés des poches entobranchiales pour dire que la cinquième poche entobranchiale, c'est pour ça que personnellement je crois qu'il y a 6 arcs branchiaux, puisqu'il y a des dérivés glandulaires de 5 poches entobranchiales. Forcément, comme à l'école primaire, il faut qu'il y ait 6 arcs branchiaux pour qu'il y ait 5 poches. S'il y avait que 5 arcs, il y aurait que 4 poches. Or, ici, on décrit un organe particulier qui est séparé du thymus et qui donne quelquefois aussi des tumeurs bien isolées, qui va bien sûr lui aussi migrer. C'est ce qu'on appelle le corps ultimo-branchial, décrit par Is. Alors, je vous ai dit, la glande thyroïde va être formée par plusieurs morceaux. Nous avons ainsi un morceau qui va descendre du foramen cecum. Voici la portion crâniale, l'avant, sur un schéma qui est en encart. La langue avec la portion buccale de la langue, avec la base de la langue. Et voilà le canal thyréoglosse de Is. La thyroïde va ainsi descendre pour donner l'isthme médian de la thyroïde et pour expliquer ce que macroscopiquement on appellera la pyramide de l'alouette. Il s'agit, à la face dorsale de l'isthme médian, vue de face, voici la région crâniale et la portion isthmique, de ce prolongement, et là encore, sur le trajet de ce canal thyréoglosse de Is, vont pouvoir siéger des thyroïdes aberrantes qui peuvent être le siège de kystes thyroïdiens. Mais nous savons aussi que par rapport à la symphyse mandibulaire, au génion qui est dans ce plan, voici ici l'osioïde, eh bien, le canal thyréoglosse de Is peut descendre, comme je l'ai représenté, derrière l'osioïde, peut descendre le plus souvent devant l'osioïde, mais il peut même descendre en traversant le corps de l'osioïde. C'est-à-dire qu'on trouve ainsi des tumeurs kystiques, des thyroïdes aberrantes, la persistance des canaux thyréoglosses de Is pré, intra ou rétro-ioïdiens pour amener à cette portion moyenne. Par contre,
comme je l'ai expliqué ici, latéralement, les lobes de la thyroïde vont correspondre à la migration de l'ébauche issue de la quatrième poche entobranchiale, qui vont donner de chaque côté de l'isthme thyroïdien les lobes latéraux de la thyroïde. Et ceci va se retrouver, par exemple, au niveau de la vascularisation. La portion qui est d'origine branchiale, au moment où la tête n'est pas défléchie, où la tête colle au cœur, le troisième arc branchial, il est très haut situé. Et puis quand la tête va s'agrandir, ce troisième arc branchial va rester rattaché à l'os hyoïde. C'est de là que va se détacher l'artère thyroïdienne supérieure. La thyroïde, elle, issue de la quatrième poche, va migrer, va descendre, mais la vascularisation supérieure va venir de l'artère thyroïdienne inférieure. Et puis, le lobe latéral va venir plonger pour se retrouver au niveau de l'orifice supérieur du thorax, là où, à droite comme à gauche, l'artère subclavière est en train de partir vers le bourgeon de la patte. Et alors, c'est de l'artère thyroïdienne inférieure que va se détacher la vascularisation du pôle inférieur des lobes latéraux. Mais celui-ci, de lobe qui vient au milieu, il va souvent prendre sa vascularisation à l'aplomb de l'artère thyroïdienne médiane qui a été décrite par Neubauer et qui vient directement de ce quatrième arc aortique gauche qui est une artère issue dans ce plan qui remonte comme tel et qui forme l'artère médiane, l'artère de l'isthme thyroïdien, qui montre que la glande elle-même est formée de segments différents. La preuve est aussi donnée, ceux qui opèrent des thyroïdes, ceux qui opèrent le cou le savent bien, par des anomalies de la thyroïde où quelquefois il y a deux lobes latéraux et il n'y a pas d'isthme médian thyroïdien. C'est l'agénésie de la portion d'origine linguale de la thyroïde, alors que les deux portions latérales sont en place. Et dans cette migration des lobes latéraux descendus de la quatrième poche, nous allons bien sûr retrouver ici la migration de la parathyroïde supérieure. Nous allons retrouver ici la migration de la parathyroïde inférieure et nous allons retrouver ici vers le bas la migration du thymus, ébauche thymique principale, ébauche thymique accessoire. Cela va expliquer d'abord que le thymus, la glande thymique, soit une glande asymétrique quand on va représenter sur un schéma de face la trachée à l'entrée de l'orifice supérieur du thorax avec l'ésophage. Voilà le côté droit, voilà l'ésophage en arrière, voilà la trachée. Nous venons d'expliquer que la thyroïde allait avoir ses pôles inférieurs, des lobes latéraux qui descendent, qui peuvent donner dans certains goitres plongeants vers le médiastin, à l'aplomb de la troisième, quatrième, cinquième, sixième vertèbre cervicale, donc deuxième anneau trachéal pour l'isthme, les lobes inférieurs. Le thymus va se projeter comme suit avec deux lobes. Le plus souvent, le lobe gauche du thymus est plus important que le lobe droit. Quelquefois, ces deux lobes sont séparés l'un de l'autre. Mais cela va expliquer en anatomie pourquoi il y a des lames thyrothymiques dans l'épaisseur desquelles, quelquefois, on trouve même les parathyroïdes inférieurs en situation aberrante, exactement comme on va avoir une lame qui va, partant de l'isthme thyroïdien, venir ensuite s'étaler vers quoi? Vers la bosse cardiaque, parce que toutes ces glandes qui sont dérivées des fonds des poches endoblastiques sont collées au cœur. Quand le cœur descend, l'ensemble suit, et c'est là ce qu'on appelle le fascia, la lame thyro-véno-péricardique, l'un des moyens d'attache fibreuse du sac péricardique, décrit encore sous le nom de fascia de Godman. C'est là-dedans que va se trouver le tronc veineux brachiocéphalique gauche, et cette lame va aussi expliquer pourquoi vers le haut, vers l'épaule supérieure de la thyroïde, on va décrire des lames thyroïdiennes supérieures, dans l'épaisseur desquelles peuvent aussi se trouver les parathyroïdes supérieures, comme il y avait ici ces lames thyroïdiennes inférieures, ces lames thyrothymiques,
tout ceci, ce sont des dérivés issus des mêmes poches qui vont migrer, qui vont se retrouver dans le cou. Alors, le thymus va bien sûr prendre ses vaisseaux dans le voisinage. Le thymus va avoir des artères thymiques qui naissent soit directement de la crosse aortique, comme certaines artères péricardiques, soit alors de l'aorte ventrale primitive, droite ou gauche, c'est-à-dire du segment entre le 4e et le 3e arc, le vaisseau, la glande, en passant, en emmenant avec elle les vaisseaux issus des arcs branchiaux correspondants. Voilà pour les dérivés glandulaires, donc, qui vont nous intéresser, puisque ce sont des rapports intimes d'avec le larynx.